Bonjour à toutes et à tous. Si la SLA reste actuellement une maladie avec peu d'options thérapeutiques, la recherche de nouveaux traitements avance. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle avance autant sur les molécules elles-mêmes que sur la manière de les tester. C'est le fil rouge de la session essai clinique du Congrès européen ENCALS qui a eu lieu cette année à Madrid et dont je vais vous partager aujourd'hui les principaux enseignements. Le point de départ, c'est un constat un peu décourageant. Dans la SLA, quand un traitement donne des résultats prometteurs dans un essai de phase précoce, en phase 2, il est rare que ces résultats se confirment ensuite en termes d'efficacité dans les grands essais décisifs que sont les essais de phase 3. Autrement dit, beaucoup d'espoir en début de parcours, mais peu de confirmation à l'arrivée. Pour mieux comprendre pourquoi, la session s'est ouverte sur une conférence plénière de Ruben van Eyck de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Son diagnostic est clair. Si tant d'essais échouent en phase 3, c'est souvent que la phase 2 était en fait mal outillée pour prédire la suite. Ces premiers essais de phase 2 sont fréquemment de durée trop courte, généralement 6 mois, et ou avec trop peu de participants. Et surtout, il leur manque un élément clé, un marqueur d'engagement de cible, c'est-à-dire un indicateur en somme qui permette de vérifier que la molécule fait bien dans l'organisme ce qu'on attend d'elle sur le plan biologique. D'où un message central, la phase 2 doit être plus qu'un simple galop d'essai. Elle doit devenir vraiment informative pour réduire le risque d'échec en phase 3, les essais de phase 3 étant des essais lourds et coûteux. Concrètement, l'objectif prioritaire d'une phase 2 devrait être double. Confirmer la promesse biologique, c'est-à-dire que le mécanisme envisagé comme bénéfique est plausible et que la cible est atteinte, et également permettre d'identifier la dose avec le meilleur rapport entre le bénéfice potentiel et le niveau de risque. Pour y arriver, 2 grands leviers ont été proposés. Le premier, qui a déjà été évoqué, c'est le développement de biomarqueurs. À la fois des biomarqueurs d'engagement de la cible, qui vont être propres à chaque molécule, et des biomarqueurs de suivi de la maladie plus fins que ceux dont on dispose aujourd'hui. C'est tout le sens de l'initiative Plus ALS qui a été présentée, un projet international sur 5 ans qui réunit les équipes d'Utrecht et de Louvain avec les associations de patients belges et néerlandaises pour bâtir une grande cohorte de suivi multi-biomarqueurs. Et le second levier pour améliorer le caractère informatif des essais de phase 2, c'est le temps, c'est-à-dire prolonger la durée de ces essais de phase précoce. Les données présentées le montrent bien. En suivant les participants plus longtemps, on va observer davantage d'événements et estimer donc plus précisément l'effet potentiel du traitement, en particulier sur la survie. Ce qui, là encore, va rendre la future phase 3 plus sûre à concevoir, puisque l'on saura, pour la concevoir sur le plan méthodologique, sur quels attendus il faut se baser. Cette philosophie sur le design des essais de phase 2 se traduit très concrètement dans le design du protocole Magnet 2 qui a été présenté ensuite par Jordi van Uniek, également de Utrecht. Magnet 2 constitue une sorte de cadre standardisé pour les essais de phase précoce dans la SLA et ensuite la transition en phase 3. L'idée est simple. Avant de se lancer dans une phase 3, qui elle mesure vraiment l'efficacité, 3 questions doivent donc être réglées en phase 2. La promesse biologique est-elle au rendez-vous ? Quelle est la bonne dose et avec le meilleur rapport bénéfice-risque pour cela? Et les résultats de cette phase 2 sont-ils compatibles avec un vrai bénéfice pour le patient? Et c'est un point essentiel qui reste souvent mal compris. Un essai de phase 2 ne prouve pas l'efficacité d'un traitement. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dire si cela vaut la peine ou non en termes de perspective de bénéfice et de niveau de risque pour les patients, de passer à l'étape suivante. La grande caractéristique de Magnet 2, c'est justement d'allonger le suivi de la survie et de la fonction motrice pour estimer l'effet du traitement de façon bien plus fiable et donc mieux préparer une future phase 3. Si cette évolution fait totalement sens sur le plan méthodologique, pour permettre d'être plus efficace et donc de ne pas gaspiller du temps et des ressources à tester en phase 3 des molécules qui en fait n'en vaudraient pas la peine en termes de potentiel, cet allongement de la durée de suivi en phase 2 présente quand même une difficulté importante. Allonger un essai, c'est demander davantage aux participants, en particulier à ceux qui sont tirés au sort dans le groupe placebo. Il va donc être très important en parallèle de développer des stratégies pour réduire au maximum le nombre de participants sous placebo.
Et 2 leviers ont été identifiés ici. Maximiser la proportion de patients recevant le traitement actif et compléter le groupe placebo par des données déjà existantes, par exemple via des jumeaux numériques. Et la communication suivante de Mandy Miresmaili du King's College de Londres portait exactement sur cette thématique, avec la question « Peut-on construire un groupe placebo synthétique à partir de données historiques ?» Et la première question clé serait, peut-on carrément remplacer la participation de patients réels sous placebo, donc le groupe placebo réel, par un groupe placebo dit synthétique, c'est-à-dire qui serait obtenu exclusivement à partir de données déjà collectées, ici à partir de la grande base internationale PROACT. Cela permettrait d'épargner totalement aux patients participant à un essai thérapeutique le risque d'être tirés au sort dans le bras placebo. Mais la réponse semble, en tout cas actuellement claire, non, il n'est pas possible de remplacer complètement le groupe placebo réel par un groupe placebo synthétique. Ce n'est pas encore possible de le faire, en tout cas avec les cohortes telles que PROACT. Mais on peut par contre compléter le bras placebo réel par un bras placebo synthétique, à condition d'y aller étape par étape avec méthode. Car PROACT rassemble des données qui proviennent d'essais cliniques, d'essais thérapeutiques, menés à des époques différentes, avec des critères d'inclusion différents et des calendriers de visite différents. Et le résultat, c'est que cette base PROACT contient une hétérogénéité invisible qui en fait ne se corrige pas d'un simple coup de baguette statistique. Le plus contre-intuitif dans les résultats qui ont été présentés par Mandy Miresmaili, c'est que les patients suivis le plus longtemps, donc avec le plus de données collectées, inclus dans PROACT, donc les patients que l'on croirait être les plus informatifs, les meilleurs points de comparaison, eh bien en fait ces patients augmentent en réalité le biais. Pour une raison simple, c'est parce que si ces participants ont pu être suivis longtemps, c'est souvent qu'ils avaient une forme moins agressive de la maladie. Et donc les meilleurs donneurs d'informations en apparence sont en fait un groupe à part, un groupe avec un pronostic qui va être meilleur. Donc si je résume cette première partie très méthodologique, on s'oriente donc vers des essais de phase précoce qui seraient profondément repensés. Ces essais seraient systématiquement adossés à des biomarqueurs, avec un suivi plus long, en particulier plus long que les 6 mois habituels des études de phase 2. Et ces essais s'appuieraient également, même s'il faut le faire avec prudence et rigueur, sur les données déjà existantes, comme par exemple la base PROACT, pour permettre de réduire le nombre de participants tirés au sort sous placebo, donc de réduire l'exposition des participants au placebo. La session s'est ensuite poursuivie avec la présentation des résultats de 2 études déjà réalisées. La première, c'est l'essai Keto-ALS, qui a été présenté par Christine Herrmann de l'équipe d'Ulm en Allemagne. Cet essai a testé l'efficacité et la tolérance d'un apport oral de corps cétonique, plus précisément le bêta-hydroxybutyrate. Alors pourquoi la piste du bêta-hydroxybutyrate? C'est parce que plusieurs indices convergent dans ce sens. Chez la souris, on sait qu'un régime cétogène permet de ralentir le déclin moteur. Chez les patients, on sait depuis longtemps qu'un poids plus faible s'associe à une réduction de la survie et que la maladie s'accompagne souvent d'une dépense énergétique de repos accrue. D'où l'idée d'apporter à l'organisme un carburant alternatif que sont les corps cétoniques. Alors pour éviter d'imposer un régime strict aux participants, les chercheurs ont simplement donné ces corps cétoniques par voie orale, 3 fois par jour, contre un placebo. Le tout sur une durée de suivi de 6 mois chez des patients qui ont donc été tirés au sort, soit dans le groupe corps cétonique, soit dans le groupe placebo. Le critère principal de jugement de l'efficacité dans cette étude n'était pas un critère clinique, mais un critère biologique, l'évolution du taux de chaînes légères de neurofilaments dans le sang, un marqueur de la destruction des neurones, dont on sait que lorsqu'il baisse de façon importante, cela peut être considéré comme étant prédictif d'un ralentissement du déclin fonctionnel moteur des individus.
Alors, les résultats de cette étude Keto-ALS, c'est tout d'abord que le traitement a été globalement bien toléré, avec surtout des effets indésirables digestifs et un goût, disons, peu agréable du produit, qui pourrait d'ailleurs limiter l'observance. Chez les patients traités, la variation du taux de neurofilaments dans le sang était plus faible que chez les patients sous placebo. Et cela d'autant plus nettement chez ceux dont la maladie progressait vite. Donc un effet sur le biomarqueur, mais c'est important de le souligner, aucun bénéfice clinique n'a été observé, ni sur la fonction motrice, ni sur d'autres paramètres cliniques. Donc le signal, en tout cas sur cette durée de 6 mois de suivi, est strictement biologique. Et il reste quand même délicat à interpréter, puisque dans les données qui ont été présentées, les deux groupes n'étaient pas parfaitement équilibrés au départ sur ce marqueur, et il semble surtout exister une augmentation du taux de neurofilaments dans le groupe placebo, plus qu'une réelle diminution dans le groupe traité, ce qui fragilise la comparaison et donc l'interprétation de l'écart entre les deux groupes. La conclusion des auteurs est d'ailleurs prudente. Il faudra une étude de confirmation plus large, avec une durée de suivi plus longue, et cette fois des critères cliniques au premier plan pour juger de l'efficacité, critères cliniques comme la fonction motrice et bien sûr la survie. Enfin, dernière communication de cette session très dense, le sommeil et plus précisément l'horloge biologique des patients atteints de SLA. Chaque soir, notre horloge interne, au niveau de l'hypothalamus, déclenche la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, qui est maintenant bien connue, c'est l'hormone qui prépare le corps au sommeil. Et le moment précis où cette sécrétion de mélatonine démarre porte un nom, c'est le dim light mélatonine ou DLMO. Le DLMO, c'est en gros le top départ biologique de la nuit. Alessandro Bombacci, de l'Université de Turin, et son équipe ont mesuré ce fameux top départ dans la salive de 48 patients atteints de SLA et de 48 contrôles sains, appariés en âge et en sexe, grâce à des prélèvements qui ont été réalisés à domicile, dans la pénombre et à des horaires précis autour de l'heure d'endormissement. Chez les patients atteints de SLA, le DLMO semble être plus précoce, c'est-à-dire que ce signal de nuit se déclenche plus tôt que la normale, et par ailleurs, leur sommeil est objectivement de moins bonne qualité sur les enregistrements polysomnographiques. Surtout, ces anomalies sembleraient avoir une valeur pronostique. Un DLMO, c'est-à-dire un top départ plus tardif, ou un intervalle plus court entre ce signal biologique, le DLMO, et l'endormissement réel, ces deux marqueurs s'associent à un moins bon état moteur et à une progression plus rapide de la maladie. Cela s'associe également avec l'apparition de troubles respiratoires et avec une survie plus courte. Et ce caractère pronostique restait vrai dans cette étude, même après avoir ajusté les résultats sur l'âge, le sexe et la forme de la maladie. Ces résultats sont donc en faveur d'une sorte de dérèglement de l'horloge interne chez les patients atteints de SLA, dérèglement qui aurait une valeur pronostique. Avec des réserves tout de même, car les effectifs de cette étude sont modestes, et l'étude devra être confirmée avec des mesures plus complètes, incluant en particulier un dosage du taux de chaîne légère du neurofilament comme marqueur de neurodégénérescence, ce biomarqueur qui manque tout de même aux résultats présentés au cours de cette session. Voilà pour le résumé de cette session sur les essais cliniques de l'ENCALS, une session dense, très méthodologique. À retenir donc en particulier une volonté de rendre les essais de phase 2 plus informatifs, via l'usage de biomarqueurs, via l'allongement de la survie des participants au cours de l'étude et via également un usage rigoureux des données historiques pour essayer d'enrichir les données obtenues sous placebo dans le cadre de l'étude. Et les deux études qui ont été présentées à la suite de cette partie méthodologique, sur la supplémentation en corps cétonique et sur l'horloge circadienne, ces deux études en sont une bonne illustration en montrant des signaux biologiques intéressants qui devront être confirmés par des critères cliniques.